C'est pour ça qu'on les retrouve essentiellement à l'Archéen, donc dans les environnements où on avait essentiellement les eaux résiduelles. Aujourd'hui, on ne forme plus de paléoplaceurs uranium. On ne forme plus de placeurs non plus à cailloux de quartz et de pyrite. Pour cette raison-là, essentiellement à cause de la présence ou de l'absence d'oxygène à l'Archéen. Je vais juste vous montrer ce petit diagramme. Je vais le mettre dans mon cours, au fil des statistiques. Donc, c'était le petit intermède sur l'uranium. Les placeurs diamantifères marins maintenant. C'est l'exemple des placeurs marins, disons. Johannesburg, le Witwatersrand est situé autour de Johannesburg ici. Plus au sud, on retrouve Kimberley. Kimberley, c'est une région fameuse pour les diamants. Quand on parle de diamants dans le monde, on réfère souvent au kimberlite, l'employite de la région de Kimberley. C'est là où les kimberlites ont été essentiellement documentés ou étudiés pour les premières fois. C'est là qu'il y a eu les grosses ruées valeurs du diamant dans les années 1860, avant même le Witwatersrand. Puis vous pouvez voir en fait les petits losanges. En fait, c'est des kimberlites diamantifères. C'est là où on va trouver les diamants, disons, les gisements de diamants primaires dans les kimberlites. Les petits cercles, c'est des gisements secondaires, donc les gisements alluviaux. Les premières découvertes de diamants en Afrique du Sud ont été faites dans les alluvions. On a parcouru, en fait, c'est les cultivateurs qui ont trouvé des diamants dans les rivières qui sont ensuite allés vers les kimberlites. Donc, un peu comme pour l'or, les diamants vont obéir aux mêmes règles de gravité, la loi de Stokes, le principe de Jig, pour se concentrer dans les rivières. Ce qui est particulier en Afrique du Sud qu'en Namibie, il y a une région qui s'appelle la côte des squelettes, le long de laquelle on retrouve des gisements extraordinaires de diamants secondaires. C'est des gisements secondaires de diamants. Donc, tout le long de la côte, ici, on trouve des concessions diamantifères offshore. C'est essentiellement des placeurs marins. Donc, le long des plages, on trouve des graviers, des sables qui sont riches en diamants. Les diamants proviennent essentiellement des kimberlites, des placeurs diamantifères dans le fleuve Orange, puis ensuite qui ont été distribués tout le long de la côte atlantique. La côte des squelettes, donc ça a l'air de ça ici. C'est une région désertique qui est quand même assez bien gardée, particulièrement la côte elle-même. Donc on retrouve des placeurs marins. C'est essentiellement des graviers, des galets qui alternent avec des faciès un peu plus sableux, puis qui sont triés, séparés. Puis en fait, on exploite le diamant dans les faciès les plus grossiers. Donc ça ici, ça va être un minerai de diamant. Donc vous pouvez voir ici les opérations. C'est tout près de la côte. Puis l'idée, en fait, c'est qu'on a, dans cette région-là, une plateforme continentale qui est favorable à la formation des paléoplaceurs, simplement parce qu'on a une action des vagues continue qui permet de trier et de séparer les minéraux. Par exemple, si vous avez un plateau continental qui est très, très peu profond, vous allez avoir beaucoup d'accumulation d'argile, de silt, sans nécessairement avoir une action des vagues qui va être très, très efficace parce que les vagues vont être cassées vers la mer. Si on regarde les zones où on a des anisotropies, des hétérogénéités le long de la côte, on peut avoir des zones où on va avoir essentiellement un battement de vagues qui va être très, très efficace. Donc, les galets, les sédiments vont être très, très bien lavés. On va avoir des accumulations de galets, de cailloux de quartz, de cailloux, de sable, qui vont être relativement bien pliés pour donner des conglomérats, ou disons des alluvions, qui vont être
enrichi en diamants minéraux lourds. Donc, ici, c'est un bel exemple où on retrouve la formation d'un plateau marin. En bout de ligne, ce qu'on va avoir essentiellement, c'est la côte qui est ici, souvent avec des faciès gréseux conglomératiques, des faciès fossilifères. Puis la géométrie du placeur marin va ressembler à ça. Donc, on va avoir les sédiments seulement les plus grossiers à la base, avec les accumulations de minéraux lourds situés à la base, souvent des horizons qui sont des horizons de tempête, où on va avoir un brassage encore plus efficace. Donc, c'est à peu près la géométrie d'un placeur marin. Très souvent, il va y avoir des marmites de creuser dans le socle, que ce soit un granit ou un autre type de roche. Il peut y avoir des marmites qui vont se développer le long des plages, dans le socle rocheux. C'est un endroit parfait pour donner un exemple du principe de jig. Donc, les creux, les marmites qui sont laissées par l'érosion, vont être un endroit favorable pour accumuler les gros galets, mais aussi des diamants. Les prospecteurs, les mineurs, vont utiliser des pompes assez efficaces pour aller gratter. Ils vont premièrement exploiter le gravier pour séparer les diamants. Donc, ça va être la première sorte d'exploitation où ils vont sortir les diamants du minerai qui est facilement accessible. Puis ensuite, ils vont aller avec une pompe pour aller chercher aller creuser dans les petites crevasses pour sortir les diamants qui vont être encapsulés, disons, piégés dans les marmites, dans les anisotropies qui sont dans le socle rocheux. Un autre exemple de placeurs qui sont surtout formés dans les placeurs marins, ça peut être dans les placeurs alluvionnaires aussi, dans les rivières, mais la plupart des placeurs titanifères vont être formés le long des plages. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est relativement simple. C'est pas sorcier, c'est comme pour les placeurs à or. On doit libérer le minéral de la roche en place. Donc, si on a par exemple une anorthosite qui contient de l'ilménite, on doit libérer l'ilménite de l'anorthosite. Ensuite, le grain va avoir un transport fluviatile dans les cours d'eau, dans les rivières, dans les fleuves, puis il va se retrouver le long d'une plage où il va pouvoir avoir sa propre évolution puis former un placeur marin. Ce qui est particulier, en fait, il y en a qui ont fait des études pétrographiques sur les grains de sable qui sont préservés dans les placeurs. Ils se sont rendus compte que les sables qui sont les plus frais, par exemple ici, vont être composés entre autres de pyriboles. Les pyriboles, c'est les amphiboles et pyroxènes. Amphiboles, pyroxènes, ils vont avoir des phosphates à l'intérieur, puis des grains d'ilménite qui sont illustrés en noir. Dans les grains les plus matures, qui ont subi un certain transport et une certaine altération, on va avoir des grains de quartz qui vont rester en blanc, puis les minéraux lourds, dont l'ilménite, qui va être concentré, donc c'est les noirs aussi, qui vont être concentrés par rapport aux pyriboles, aux phosphates qui vont être altérés. Donc, pendant le processus de transport fluviatile, d'altération des grains, en fait, il y a eu concentration des minéraux titanifères simplement parce qu'on a réduit la quantité de pyriboles et de phosphates. Il y a également une maturation des grains d'ilménite. Donc, les grains de feldspath, les pyriboles vont être dissous, vont se désintégrer. Les grains d'ilménite vont être préservés, donc vont subir une certaine maturation. Ce qui se produit, en fait, si on a au départ, ici c'est weight percent iron. Donc, ici c'est 0. C'est drôle, puis de mettre la flèche dans l'autre sens. Mais ici c'est 0 fer. Puis ici c'est 40% fer. Puis ici c'est weight percent titane. Donc le titane augmente par le haut. Si on prend de l'ilménite, l'ilménite pure, elle va avoir une bonne proportion de fer, une certaine proportion de titane. Si on prend l'ilménite, on la soumet à de l'érosion dans un environnement tropical ou
continentale humide, il va y avoir une certaine maturation des grains d'illuminite. Ce qui se produit, en fait, c'est qu'il va y avoir un lessivage du fer. Donc, le grain d'illuminite va maturer, perdre une partie du fer, donc va se transformer graduellement en de l'hémo-illuminite ou de l'illuminite. Il va se transformer graduellement en rutile ou en anatase, qui est le polymorphe, les deux polymorphes principaux du TiO2. Donc, essentiellement, il va se transformer de l'illuminite au rutile ou à l'anatase, simplement par un processus secondaire d'altération. Donc, pendant la sédimentation, puis pendant le transport alluvionnaire, il va y avoir à la fois une maturation du sédiment, donc il va devenir de plus en plus riche en quartz, en illuminite, mais aussi l'illuminite va maturer puis s'enrichir en titane par rapport au fer. Donc, pendant le processus de transport, entre le moment où l'illuminite est libéré de la roche, il va y avoir une maturation pour permettre d'enrichir le placeur marin en bout de ligne. Quand il va y avoir la sédimentation finale et la préservation du placeur. Il y en a qui ont remarqué, en fait, qui ont pris des échantillons de sable répartis entre la latitude 50 degrés nord, ça doit être la région de Saint-Pierre, jusqu'à l'équateur, la même chose vers le sud. Puis ils ont remarqué, en fait, que les concentrés de minéraux lourds, les concentrés d'illuminite, étaient plus riches en titane. Donc ici, vous voyez la concentration de titane, percentage of TiO2 in ilmenite concentrate. Donc, vous pouvez voir que vers l'équateur, dans les zones tropicales, le contenu en titane de l'illuminite va être des concentrés d'illuminite va être beaucoup plus élevé de là où on va avoir des latitudes plus élevées, comme par exemple la région de Haute-Saint-Pierre. Ça souligne donc que les régions tropicales, les basses latitudes vont être des endroits particulièrement favorables pour éliminer les minéraux qui ne sont pas nécessairement intéressants, comme le feldspath, l'amphibole, le pyroxène. Puis ils vont être des endroits aussi favorables pour la maturation de l'illuminite pour former des grains de rutile ou d'anatase qui sont plus riches en titane que l'illuminite. Donc, la maturation avec les zones tropicales qui permettent d'enrichir le placeur. Il y a une autre chose aussi, ça prend un certain temps. Donc, si on regarde ici, c'est les latitudes. La latitude 28 degrés nord, 38 degrés nord. Puis ici, bon, encore 28 et 38. Ce qu'on regarde en Y, c'est le pourcentage de piliboles. Donc, les minéraux lourds comme les pyroxènes et les amphiboles. Puis ici, c'est le pourcentage de titane dans l'illuminite. Donc, vous pouvez voir que dans les terrasses qui sont les plus élevées, 25 mètres, 6 à 8 mètres, 1 à 3 mètres, et ici, ce sont les plages modernes, donc à peu près le niveau de la mer. Donc, on peut voir que dans les plages les plus élevées, il va y avoir moins d'amphiboles, moins de pyroxène. Encore une fois, dans les plages les plus élevées, à 25 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, bien, il va y avoir plus de titane dans les concentrés d'illuminite. Donc, ça prend des latitudes tropicales pour avoir une bonne maturation des grains, pour éliminer les grains qui sont inutiles, qui nous intéressent moins, comme les périboles. Puis aussi, ça prend un certain temps pour avoir une maturation qui est optimale. Donc, c'est pour ça que dans la région de Natashquan, si vous allez faire un tour, même à cette île, vous allez sur le bord de la mer, vous allez voir du sable, un gros du sable noir qui contient de la magnétite et de l'illuminite. Si vous prenez votre aimant, vous le passez dans le sable à cette île, votre crayon aimant va être tout noir. C'est extrêmement riche en illuminite et en magnétite, tout simplement en raison de l'érosion, en fait l'érosion de la province de Grenville. Juste au nord de cette île, dans Saint-Pierre, il y a un méga gisement de titane. Donc, c'est simplement l'érosion des gisements de titane en roche qui permettent la concentration de titane
dans les placers deltaïques de la région de Natashquan. Natashquan n'est pas dans la meilleure région pour avoir une maturation optimale des grains illuminaires ou du sédiment en tant que tel, donc près de la latitude 50 degrés nord. Donc, c'est pas là qu'on va avoir la meilleure concentration de titane. Simplement un petit esquisse ici pour des études qui ont été réalisées, puisque en fait le titane est utilisé très très largement en industrie. En fait, la peinture blanche, tout ce qui a un pigment blanc, contient du titane. Donc c'est quand même largement utilisé dans l'industrie de la construction tous les jours. Le titane est largement utilisé. Puis l'Amérique du Nord représente une province métallifère importante. Il y a des exploitations de titane en roche, en Saint-Pierre. En Floride, il y a des exploitations de titane. Il y en a eu jusqu'à récemment. Des sables titanifères qui proviennent de l'érosion du continent laurentide. Donc, il y a des placers fluviatiles ou deltaïques qu'on retrouve, par exemple, en Natashquan ou ici dans les Appalaches, les paléoplacers. C'est assez commun aussi, un endroit fameux pour le titane sédimentaire, c'est l'ouest de l'Australie. On a le craton du Gilligan ici. C'est vraiment l'extrémité sud-ouest de l'Australie. On peut voir, ici c'est essentiellement le minerai. On peut voir le sable accumulé, les bandes noirâtres. Donc, ce n'est pas nécessairement très, très massif, c'est habituellement des grains disséminés dans le sable. Puis, ce qui est exploité, en fait, c'est des anciens alluvions, des anciennes plages dans ce cas-ci. C'est des placers marins. Puis, on utilise simplement des processus gravitaires. Donc, ici, c'est un serpentin, un grand serpentin qui est utilisé pour concentrer les minéraux lourds dans le cœur du serpentin. Donc, on peut séparer assez efficacement ici en fonction de la densité des minéraux. On peut séparer le rutile, qui est l'oxyde de titane, TiO2, le leucoxène, qui est un mélange de rutile, ilménite, donc un intermédiaire entre l'ilménite et le rutile. On peut séparer le zircon, l'ilménite, qui ici, en fait, c'est le minerai à la base. Donc, assez facilement, simplement avec un processus gravitaire, on peut séparer les différents minéraux qui peuvent être vendus sur le marché parallèle. Donc, vous pouvez imaginer que c'est quand même beaucoup plus simple à exploiter que des gisements de titane en roche où on doit faire sauter la roche à broyer. Mais avec la maturation, ce serait donc le rutile qui serait le plus plus bonne concentration. Ouais. Ben, c'est le rutile. Le rutile, c'est TiO2 dans les chimiques. Donc, c'est essentiellement du titane. L'ilménite, c'est fer titane. Le leucoxène, en fait, le leucoxène, c'est pas vraiment un minéral. C'est un assemblage de minéraux. Ça va inclure le rutile, l'ilménite, souvent les carbonates qui sont mélangés avec. C'est un terme qui est utilisé beaucoup pour décrire les oxydes de titane. Mais au niveau de la minéralogie, on reconnaît le rutile, l'ilménite, l'anatase. Rutile et anatase, c'est les deux principaux polymorphes du TiO2, il y en a un autre. Rutile et anatase, c'est les deux principaux. C'est la brochite, le troisième polymorphe. Mais c'est les principaux minéraux qui sont c'était l'introduction que je voulais faire au gisement sédimentaire détritique. On va toucher maintenant aux gîtes sédimentaires chimiques. Donc, ce sont essentiellement des sédimentations de métaux sur les fonds marins. Donc, simplement à partir de l'eau de mer, en raison de la modification des conditions d'oxydoréduction et de pH. Donc, on peut avoir des concentrations de fer, de manganèse, puis localement de phosphorite. Phosphorite, c'est un peu différent comme processus, mais on va voir pourquoi. En arrière-plan, vous avez la belle route, qui est très agréable pour aller jusqu'à Fermont, depuis Bécomo. Donc, c'est une région qui est particulièrement prolifique pour les gisements de fer, de
type lac supérieur. On va voir c'est quoi exactement, mais les formations de fer de type lac supérieur. C'est quoi une formation de fer? Une formation de fer, c'est une roche sédimentaire. Donc, c'est pas une roche volcanique, c'est pas une roche métamorphique, c'est vraiment une roche sédimentaire. Donc, le fer qui est présent dans la formation de fer provient d'une précipitation chimique. C'est une roche qui va absolument être stratifiée, laminée. C'est pas toujours si évident. Mais ici, on voit un bel exemple où on a une alternance de magnétite, de quartz, de grunérite. On ne voit pas bien les carbonates. Les carbonates ici. Donc, il y a une alternance de rubans qui sont riches en silice, riches en fer. Dans les formations de fer, habituellement, on fait la distinction à 15%. Donc, si on a une formation sédimentaire qui contient 20% de fer, 17% de fer, on peut les appeler des formations de fer. En deçà de 15%, on va parler de roches ferrugineuses, de roches riches en fer, de schiste fellifères. Donc, c'est une roche sédimentaire, habituellement stratifiée ou laminée, qui contient plus que 15% de fer. Les minéraux fellifères sont habituellement intermittés, donc c'est ça avec du schiste, des carbonates. C'est la principale source de fer sur la planète. Donc, les formations de fer qu'on trouve soit dans la fosse du Labrador ou dans Grenville, ici dans la région de Fermont, sont exploitées. Les principaux gisements, on va les retrouver soit au Brésil, en Australie ou en Afrique de l'Ouest. Donc, une concentration des exploitations là, où on a des très très gros gisements. Bassin d'Hamersley, en Australie, c'est le plus gros producteur de fer sur la planète. Donc, c'est une source importante de fer à l'échelle globale. Dans les formations de fer, on reconnaît deux principaux types. C'est vraiment les deux plus importants, les deux plus répandus sur la planète. On parle de formation de fer de type lac supérieur, puis les types Algoma. Les deux, en fait, ont une origine un peu différente, puis on les retrouve dans des contextes géologiques assez différents également. Donc ici, on retrouve les formations de fer superior type, Algoma type, Algoma type lac supérieur. Puis on retrouve d'autres formations ici, les minettes ou les types Clinton, qui sont en fait des formations de fer homolytiques. On va voir en fait un exemple tantôt. Je pense qu'il n'y a pas d'exploitation présentement sur la planète de formation de fer homolytique, mais ça a été particulièrement important en France, dans le développement de l'Europe, c'est dans la région de Lorraine. Y a-t-il des Français ici? Oui, la région de la Lorraine. Il y a du fer, non? Oui, mais il y en a aussi dans le sud de la France. Des formations de fer homolytiques. Ouais. On retrouve des formations de fer homolytiques. C'est une des principales sources de fer pour le développement de l'Europe. Donc, les formations de fer homolytiques, on va voir, ça se forme essentiellement dans des contextes particuliers où on a souvent des lagons, des carbonates. Mais les deux principaux qu'on va voir aujourd'hui, c'est les types lac supérieur et les types Algoma. Le diagramme ici représente en fait les différents faciès. Donc, on a les différents pôles avec la minéralogie sulfurée, carbonatée, silicatée ou à oxyde. Donc, dans les formations de fer, on a souvent l'idée en fait qu'on va habituellement avoir les scherfs qui vont alterner soit avec du jaspe, des niveaux riches en hématite ou en magnétite, mais les formations de fer peuvent être à la fois, oui, oxydées avec hématite, magnétite, mais peuvent également être silicatées. Donc, on peut trouver, par exemple, de la grunérite ou des chlorites fellifères qui vont former des silicates, puis en fait des formations de fer. On peut trouver aussi des carbonates, donc principalement de la sidérite, puis des faciales sulfurées, de la pyrite ou de la pyrrhotite, qui vont former des niveaux de formation de fer. Donc, ce n'est pas seulement des oxydes où on a la magnétite et l'hématite. Donc, à la fois dans les types lac supérieur, puis Algoma, on peut avoir chacun des faciès. Donc, je mentionnais que les deux principaux types
on va avoir les lacs supérieurs et les types algoma. Ici, c'est un schéma généralisé qui montre les environnements de formation des différents types, les types algoma et les types lacs supérieurs. Les deux se forment à partir de l'eau de mer. Donc, ça prend une précipitation chimique, une oxydation du fer qui permet la précipitation de l'hématite et de la magnétite. Essentiellement, les types lacs supérieurs vont se former sur les plateformes continentales. Donc, c'est un milieu où on a très peu de volcanisme. Habituellement, il peut y avoir des basaltes lithiques, des basaltes alcalins, souvent à la base des séquences de plateformes. Pendant la formation du graben ou du rift qui a donné lieu à la formation d'un océan. Mais très souvent, on va surtout avoir des faciès détritiques, des grès, des chèvres, on peut avoir des carbonates. Mais c'est un endroit préférentiel où on va pouvoir former des formations de fer. Donc, toutes les formations de fer qui ceinturent le canton du supérieur au Québec, au Canada, c'est des formations de fer essentiellement de type lac supérieur. Les types algoma sont habituellement associés à des ceintures de roches vertes ou des arcs volcaniques. Donc, on va très souvent trouver du volcanisme actif qui va être associé aux formations de fer. Donc, on peut trouver des formations de fer de type algoma dans les arcs volcaniques, dans les rifts, par exemple en association avec des ophiolites, des arcs volcaniques. C'est des endroits favorables où on va retrouver du volcanisme qui peut donner lieu à la formation des formations de fer de type algoma. Sur le diagramme, ici, il y a un type particulier qu'on appelle rapitan. C'est vraiment très particulier. C'est développé essentiellement en association avec des environnements glaciaires. Donc, pendant les glaciations, on peut avoir l'isolation de certaines masses d'eau qui vont devenir réductrices. Puis en fait, le fer peut être réduit, donc il ne sera pas oxydé pour former l'hématite et la magnétite. Donc il va y avoir une concentration de fer dans ces environnements-là. Puis quand en fait il y a un mélange avec l'océan global, ben, cette eau-là peut devenir oxygénée, puis on va avoir une précipitation de fer massif, de fer oxydé, qui peut former des ondes un peu plus massives qui vont être concentrées. Il n'y a pas d'exploitation de fer présentement dans les gîtes de type Rapitan, mais sachez que ça existe. C'est un contexte assez particulier, on trouve ça en Alaska, au Yukon, dans l'Ouest canadien. Mais les deux principaux types, donc les types algoma qui sont en association avec des arcs volcaniques, des environnements volcaniques actifs, ou des ceintures de roches vertes. Puis les types lacs supérieurs qui vont être plutôt développés sur les grandes plateformes continentales. Donc, ici, j'ai mis deux petites définitions. Les types lacs supérieurs donc, se forment sur des plateformes continentales. Ils vont avoir des étendues quand même assez considérables, des centaines, voire des milliers de kilomètres, plus ou moins continues. En association généralement avec des unités sédimentaires marines, le plus souvent paléoprotérozoïques. La plupart, en fait, si ce n'est pas toutes les formations de fer de type lac supérieur, sont paléoprotérozoïques. On va voir pourquoi. Ensuite, on a les types algoma. C'est évidemment des unités sédimentaires qui sont habituellement intercalées dans les roches volcaniques, qui vont avoir des continuités beaucoup plus restreintes, des épaisseurs habituellement un peu moins importantes que ce qu'on va retrouver dans les types lacs supérieurs. Donc, ils ont une épaisseur puis une extension latérale qui va être plus limitée que les types lacs supérieurs. Ici, c'est un diagramme qui nous permet d'interpréter les deux principaux types de formation de fer. Donc, vous avez l'âge latent, ici, 4 milliards jusqu'à 0. La transition archéen-protérozoïque à 2,5. Puis, vous pouvez voir essentiellement les types algoma qui sont représentés par les pics qui sont situés ici. Donc, les formations de fer algoma qui sont très abondantes à l'archéen, qu'on retrouve également plus jeunes au protérozoïque, mais qui sont très abondantes à l'archéen. Si vous regardez comme il faut, les types lacs supérieurs sont très peu abondantes à l'archéen. On trouve un pic juste avant 3 milliards d'années, mais sinon, il y a un pic très important à 2,4 qui
Il y en a un tout de suite après 2 milliards, vers 1,8. Donc, on peut voir que les principales concentrations de fer de type lac supérieur sur la planète sont paléoprotérozoïques. C'est lié essentiellement à l'oxygénation de l'océan global, le Great Oxidation Event, qui a eu lieu vers 2,4 milliards d'années. Donc, avant 2,4, 2,5 milliards d'années, l'océan global était réduit, donc il n'y avait pas d'oxygène à toute fin pratique, il était libre pour oxyder le fer. Donc, le fer s'accumulait dans l'océan. Vers 2,4 milliards d'années, il y a eu un événement d'oxygénation globale important qui a conduit à la précipitation du fer de façon très, très, très significative pour former les formations de fer qu'on retrouve, entre autres, autour du lac supérieur, dans la fosse du Labrador, au Canada, mais aussi dans les autres plateformes continentales paléoprotérozoïques de cet âge. Donc, le Great Oxidation Event représente un événement important pour la précipitation du fer à l'échelle globale, à l'échelle planétaire. Il existe plusieurs mécanismes d'oxydation du fer. Le fer est assez particulier, il peut s'oxyder dans un environnement naturel, disons, par 3 principaux mécanismes. Par les rayons UV. Donc, on peut avoir une photo-oxydation du fer dans l'océan. Donc, simplement avec les rayons UV, on peut oxyder le fer. C'était probablement le cas, entre autres, à l'Archéen, il n'y avait pas beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère, donc les rayons UV étaient beaucoup plus agressifs, donc permettaient une oxydation du fer. Il y a une autre façon aussi, c'est avec des bactéries. Il y a certaines cyanobactéries qui vont, en fait, oxyder le fer puis libérer de l'oxygène. En fait, ils vont libérer de l'oxygène et ils vont directement également oxyder le fer. Donc, ils vont utiliser le fer de transformer le Fe2+ à Fe3+. Donc, c'est un moyen d'oxyder directement le fer qui était présent sous forme réduite dans les océans. Donc, si vous regardez, par exemple, sur la slide qui est ici, vous pouvez voir type lac supérieur. Vous voyez, un pic qui est ici. Il y a différents pics aussi pour les formations de fer de type algoma. Ici, la formation de fer qui est illustrée, c'est dans la ceinture de roche verte de Barberton. C'est une formation de fer qui est associée essentiellement à des unités d'arrêt. Donc, ce qui peut ressembler à une certaine forme de plateforme continentale. Vous voyez, c'est du fer oxydé, donc ce n'est pas un faciès sulfuré, silicaté, carbonaté, c'est vraiment de la magnétite et de l'hématite. Donc, il y a dû avoir un mécanisme qui a permis l'oxydation du fer qui était présent dans l'océan réduit. C'était probablement soit des bactéries qui ont permis l'oxydation directe du fer, ou les rayons UV qui ont permis l'oxydation du fer Fe3+ vers Fe3+, pour avoir une précipitation avant le Great Oxidation Event à 3,2 milliards d'années dans la ceinture de roche verte de Barberton. Donc, c'est soit la photo-oxydation et l'oxydation biogénique ont probablement joué un rôle important dans les premiers stades de précipitation du fer dans les océans archéens. À partir de 2,4 milliards d'années, il y a eu de l'oxygène libre, puis à ce moment-là, on a pu avoir une oxydation globale du fer à l'échelle planétaire pour avoir une précipitation sous forme d'oxyde, mais aussi de silicate, carbonate, sulfure, mais principalement sous forme d'oxyde pour former des grandes formations de fer qui sont exploitées à travers le monde dans les ceintures paléoprotérozoïques. Donc ici, c'est simplement une carte du Québec-Ontario, qui montre le craton du supérieur. Donc c'est essentiellement des roches archéennes qui sont ceinturées par les formations de fer de type lac supérieur. Donc vous pouvez voir l'étendue très très importante entre la ceinture de Cape Smith, c'est des roches paléoprotérozoïques, la fosse du Labrador, ici, vous pouvez voir la continuité des formations de fer, sont ici déformées. Leur continuité dans la province de Grenville,
Puis on les retrouve de l'autre côté, ici dans la région du lac Michigan, aux États-Unis, puis dans le sud du Canada. Donc, vous pouvez voir l'étendue sur plusieurs milliers de kilomètres des formations de fer. Maintenant, c'est encore une carte du supérieur, qui est un peu plus, à une échelle un peu plus petite. Vous voyez, ici c'est l'Abitibi, ici c'est le canton du supérieur en Ontario. Les ceintures de roches vertes sont toutes illustrées par des teintes grises ici, donc Archean, Volcanic and Sedimentary Rocks, donc des roches sédimentaires et volcaniques. Puis vous pouvez voir une association spatiale entre les formations de fer de type Algoma. Ici, c'est une carte pour les formations de fer Algoma. Puis vous pouvez voir la relation intime qui existe entre les ceintures de roches vertes puis la présence des formations de fer qui sont ici beaucoup moins continues, qui sont moins épaisses, donc qui ont des extensions moins importantes que les formations de fer type Algoma. Puis vous pouvez voir aussi l'association intime avec les ceintures volcaniques. C'est un exemple ici de ce qu'on appelle la taconite. En fait, c'est une métataconite. C'est des niveaux de chert qui alternent avec des niveaux d'hématite. Ça vient de la région de Fermont, c'est la mine du Mont-Wright. La taconite, essentiellement, c'est un minerai de fer qui contient 30, 40, ça peut aller jusqu'à 50% de fer, mais qui n'a pas nécessairement vu un enrichissement secondaire. La semaine dernière, on a discuté des enrichissements secondaires dans les formations de fer. Donc, il peut y avoir un enrichissement supergène qui est lié à une altération sous un climat tropical humide, sous un climat humide, qui permet d'enrichir les formations de fer. La taconite, en fait, représente une formation de fer qui n'a pas été enrichie. Donc, dans certains cas, les formations de fer peuvent être métamorphisées, donc on va parler de métataconite, comme c'est le cas ici dans la province de Grenville. Bon, ici, c'est pas si important, mais dans certaines des formations de fer, particulièrement celles qui sont en haute teneur, on peut retrouver l'enrichissement supergène, dont on a parlé la semaine dernière. Donc, un enrichissement supergène qui est lié à une altération de surface. Donc, on peut lessiver la silice, puis remplacer la silice par le fer, et augmenter la concentration de fer dans le gisement. Il y a des Australiens, surtout, qui ont proposé, en fait, qu'il y a peut-être un phénomène métamorphique avant le processus d'enrichissement supergène, un phénomène métamorphique qui permet déjà, pendant une phase orogénique, donc de métamorphiser la formation de fer, mais aussi avoir une concentration de magnétite et d'ilménite par remplacement des horizons de chert. Donc, c'est un processus synorogénique qui permet d'enrichir la taconite en fer pour avoir des concentrations de fer plus importantes qui peuvent atteindre les 50, 60, 65% de fer. Donc, c'est deux processus d'enrichissement qui permettent d'augmenter la concentration de fer dans certains des gisements. Donc, on a un phénomène ici qui est hypogène, qui est épigénétique et postérieur à la sédimentation de la formation de fer, donc pendant les phénomènes orogéniques. Puis un autre phénomène qui peut intervenir, l'enrichissement supergène qu'on a vu la semaine dernière, qui permet de concentrer le fer dans les profils latéritiques. Donc, à partir de la taconite, qu'on voit ici au Québec, dans la fosse du Labrador ou dans la province de Grenville, dans certains exemples, on va avoir des enrichissements hypogènes ou supergènes qui vont conduire à la formation de gisements qui sont très très concentrés, comme ce qu'on retrouve dans le bassin d'Hamersley en Australie. Ensuite, j'ai juste dit un mot tantôt sur le fer de la Lorraine. En Lorraine, on retrouve des formations, en fait, c'est des formations de fer oolitiques, des roches ferrugineuses. Donc, c'est essentiellement des bassins sédimentaires intracontinentaux dans lesquels on va avoir en fait des bassins qui sont isolés
de l'océan global qui vont permettre d'accumuler du fer dans les bassins isolés. Une fois que cette eau-là va pouvoir devenir oxydée, on va avoir précipitation de fer en association avec des oolithes. Donc, des oolithes, essentiellement, vous allez prendre du sang sédimentaire en cours de sédimentologie. C'est très souvent des petites concrétions millimétriques centrées sur un fossile, un grain de sable, donc il va avoir un certain noyau. Puis il va y avoir des accumulations de matériel, soit de silice ou de carbonate, souvent c'est des carbonates, qui vont former des concrétions autour du noyau. Dans certains cas, ça peut être des minéraux férifères comme la gueutite ou l'hématite, très souvent de la gueutite. Puis dans la région de la Lorraine, on avait des bassins sédimentaires carbonatés dans lesquels on trouve des oolithes férifères. C'est plus exploité aujourd'hui, mais ça existait et c'était une source de fer importante pour l'Europe au début du siècle. Ouais. Le fer peut être retiré de façon économique, la sidérite? La sidérite, non. Je ne connais pas de formation de fer économique en sidérite. Les formations de fer carbonatées sont actuellement pas si épaisses. Puis ce qui est exploité vraiment, c'est les oxydes de fer. La magnétite, l'hématite, c'est ce qui est exploité dans la région de Fermont, Labrador City. Habituellement, dans les formations de fer qui sont enrichies supergènes, qui ont été latéritisées, ça va surtout être la gueutite et l'hématite. Le fer va être vraiment fortement oxydé, donc l'hématite, la magnétite va être transformée en hématite. Donc les principaux minéraux, ça va être les oxydes. Fait qu'on ne compte pas dans nos teneurs. Non. Okay. Ouais, non, ça ne compte pas dans le teneur. C'est juste les minéraux économiques. Si Jonathan dit le contraire, c'est vraiment bon. Jonathan ou Lucille. Donc, c'était mon petit intermède de formation de fer oolitique. On appelle ça aussi les minettes. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça s'appelle les formations de fer oolitique. Ici, j'ai quelques photos qui illustrent différents faciès, mais qui illustrent aussi les contextes de sédimentation des formations de fer. Donc, dans les prochaines salles, on va avoir des photos avec des beaux minéraux, des diagrammes EH et pH qui illustrent justement les zones de stabilité des différents minéraux qui constituent les formations de fer, puis qu'on retrouve assez fréquemment. Donc, il y a des formations de fer qui peuvent être composées exclusivement de sulfure. Ici, c'est une photo qui provient de la région de Rouyn-Noranda. C'est une photo, je pense, que j'ai montrée dans le cours sur les VMS aussi. Donc, dans les VMS, il y a ce qu'on appelle les hexalites. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les hexalites, en fait, c'est des formations sédimentaires qui sont associées aux VMS. C'est souvent les faciès les plus distaux. Qui peuvent avoir des épaisseurs qui vont varier entre une dizaine de centimètres jusqu'à plusieurs mètres. Mais c'est essentiellement des formations de fer, mais ce n'est pas le moment. Il peut y avoir une composante volcano-sédimentaire aussi dedans, des critiques. Mais essentiellement, c'est une variété de formations de fer. Ça contient plus que 15% de fer. Donc, si vous voyez un exemple avec des grains, en fait, c'est vraiment un chert ici, un chert sulfacé qui alterne avec des niveaux de pyrite, puis qui forme l'hexalite bien annulé ici. Donc, dans des conditions particulières, avec un pH à peu près neutre, des conditions réductrices, on peut former de la pyrite qui va être stable dans un bassin sédimentaire, former une formation de fer à pyrite. Si on a par contre des modifications dans les conditions de pH puis d'oxydation du système, on peut avoir des alternances de pyrite, de sidérite, de magnétite ou d'hématite. Donc, c'est ce qui va expliquer justement qu'on peut avoir une variation quand même assez importante des faciès minéralogiques dans les formations de fer. Donc, ici, on a un exemple avec essentiellement des lamines de pyrite. Ici, c'est de la magnétite avec des sulfures.
on voit les horizons de Scherp qui sont fortement plissés. Donc, c'est deux exemples ici de formation de fer. Dans des environnements à pH un tout petit peu plus élevé, puis dans des environnements un peu plus réducteurs, on peut former des zones à acidérite. Donc ici, c'est je ne sais pas où aller, celle-là. Market range. Donc c'est un exemple. Ici, on a du Scherp qui alterne avec des niveaux de carbonate. Pas ma photo. Mais c'est des niveaux de Scherp qui alternent avec des niveaux de carbonate. Donc, en fonction de la modification des conditions de pH, d'oxydoréduction, on va avoir des minéraux différents. Donc, ici, une formation de fer où on a du jaspe, donc un Scherp rouge qui contient des oxydes de fer, qui alterne avec des niveaux d'hématite ici. Donc, ici, on a un environnement qui est franchement oxydé. Bon, ici, c'est d'autres exemples. Ici, c'est une photo où on a essentiellement des mudstones. Puis ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un horizon un peu plus compétent qui est fracturé. C'est essentiellement de la pyrite massive. Donc, ici, on peut voir un horizon férifère riche en pyrite dans un environnement où on a des mudstones verts. Donc, c'est un environnement qui est quand même assez réducteur. Si c'était plutôt oxydé, on aurait probablement un mudstone rougeâtre. Donc, on peut voir la concordance ici entre l'environnement réducteur, la présence d'un horizon de pyrite massive ou laminée qui constitue une formation de fer au lac Crochet dans la fosse d'Abraham. Donc, on peut avoir les formations de fer qui sont principales ressources en fer, qui vont avoir des minéralogies qui vont varier selon l'environnement de sédimentation, avec les types Algoma et les types lac supérieur qui présentent les principaux types. Les formations de fer, les formations de manganèse sont parfois associées aux formations de fer, mais pas toujours. Donc, les principaux minéraux qu'on va avoir habituellement, ça va être des oxydes, des hydroxydes. La minéralogie du manganèse est quand même assez complexe. Ici, c'est juste les minéraux qui contiennent le manganèse. Et si vous ajoutez le fer, il y a comme une panoplie de minéraux qu'on n'entend pas si souvent. Donc, la osmanite, la pyrolusite, c'est probablement les oxydes les plus communs. La rhodochrosite, évidemment, carbonate de manganèse, puis la manganite et l'hydroxyde de manganèse. Et ça va être les minéraux, disons, les plus communs dans les formations de manganèse sédimentaire. Où on retrouve le manganèse sur la planète? On le retrouve dans les océans. Donc ici, vous voyez des grandes patches de manganèse dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, un tout petit peu dans l'océan Atlantique. En fait, le manganèse se concentre très souvent sous forme de nodules de manganèse sur les fonds océaniques. On va voir pourquoi dans quelques slides. Mais on trouve ici la manganèse sur les continents. Donc, les gens ici. Donc, en fait, les principaux producteurs de manganèse, on va parler du Gabon, ici, le canton du Kalahari en Afrique du Sud, puis le Brésil, qui est aussi un grand producteur de manganèse. Les formations de manganèse, celles qui sont exploitées habituellement, vont avoir un enrichissement dans des latérites. On a vu la semaine dernière les fameuses latérites riches en fer, l'enrichissement supergène des formations de fer, mais aussi un enrichissement supergène qui peut se produire dans les formations de manganèse. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a un enrichissement de manganèse généralisé au niveau des tropiques qui permet un enrichissement secondaire des formations primaires. Mais les gisements primaires les plus importants, on les retrouve, c'est ça au Gabon, canton du Kalahari, en Afrique du Sud, puis au Brésil. Le Gabon, c'est le plus gros producteur de manganèse présentement. Les formations de manganèse se retrouvent, en fait, vont sédimenter dans les environnements qui peuvent être assez semblables aux formations de fer. Donc, c'est pour ça qu'on les trouve parfois en association, pas toujours.
La plupart des formations de fer se forment autour de 2,4 et 2,2 milliards d'années. En fait, pour oxyder le manganèse en fait, doit être oxydé pour précipiter sous forme de manganite, d'oxyde de manganèse, de pyrolusite et sous forme de carbonate. Il ne pourra pas être oxydé comme le fer par la photosynthèse, par les rayons UV, ou il n'y a pas non plus de processus biogéochimique avec les bactéries, les cyanobactéries, qui vont directement oxyder le manganèse. Donc, pour précipiter le manganèse sur les fonds océaniques, ça prend de l'oxygène libre pour qu'il y ait précipitation. Donc, les environnements vont être généralement semblables à ceux des formations de fer. Ça va être des plateformes continentales où on peut avoir des eaux peu profondes puis avoir une sédimentation sur les marges passives. Donc, ici, c'est une photo de l'Afrique du Sud, la Transcanarie, environnement désertique, très isolé. Donc, ici, ces deux diagrammes de solubilité qui montrent le pH en X, le pH en Y, avec les zones de stabilité du minéraux. On a vu tantôt ceux pour les formations de fer, puis ceux pour le manganèse. Donc, on voit les principaux minéraux, la rhodochrosite, la manganite, la pyrolusite. Il y en a d'autres, mais ici, c'est les carbonates, les oxydes de manganèse. Puis, vous pouvez voir que, en fait, la solubilité du Mn2+, puis du Fe2+, est semblable. Donc, généralement, on va avoir besoin d'un pH relativement faible. Mais le champ de solubilité du manganèse est quand même beaucoup plus étendu. Donc, il y a une différence ici au niveau des conditions chimiques où on va pouvoir précipiter les principaux minéraux de manganèse. Donc, en fonction des conditions qui vont être présentes dans un bassin sédimentaire, on va pouvoir précipiter soit du fer et ou du manganèse. Puis il y a un truc particulier aussi, en fait, le fer est beaucoup plus abondant dans la plupart des formations sédimentaires. Donc, si on a par exemple un bassin sédimentaire où il y a à la fois du fer et du manganèse, le fer est habituellement plus abondant. Puis en fait, les deux vont être précipités dans des zones qui sont différentes. Donc, si vous regardez ici, j'ai mis c'est encore le même diagramme, mais c'est le champ de stabilité ici en violet du Fe2+. Lorsqu'il s'oxyde, il va y avoir des positions des minéraux ferrifères, hématite, magnétite, sidérite, pyrite. Mais lorsque le pH va augmenter, ben là, on va avoir des dépôts de la manganite, de la rhodochrosite, de la pyrolusite ou de la lambansite. Donc, très souvent, il va y avoir des zones particulières où on va avoir un pH plus faible, où on va pouvoir avoir des positions du fer, puis le manganèse, lui, va être déposé dans les conditions de pH plus élevées. Donc, ici, c'est simplement un environnement sédimentaire où on peut avoir justement la formation de gîtes de manganèse avec des récifs qui permettent d'avoir un environnement peu profond, isolé des masses d'eau, où on peut faire varier le pH par rapport aux environnements adjacents, par exemple l'océan global. Donc, on peut avoir des masses d'eau qui vont être isolées, dans lesquelles on va accumuler le fer et le manganèse, puis faire varier les conditions de pH pour précipiter les oxydes de fer, puis ensuite le manganèse pour former les gisements de manganèse. Donc, on peut avoir le manganèse sédimentaire qui précipite sur les marges passives, les marges continentales. Puis, il y a une autre source de manganèse importante sur les fonds océaniques. Donc, il y a plusieurs rapports qui ont été écrits. Il y a des ressources phénoménales en métaux qui se trouvent sur les fonds océaniques. Ça peut être des métaux de base, puis
zinc. Mais entre autres, des nodules de manganèse qui sont présents à certains endroits sous forme assez concentrée. Donc, ici, j'ai mis quelques photos. Généralement, les nodules de manganèse peuvent être assez petites. Peuvent être de la taille centimétrique, mais ça peut atteindre la dizaine de centimètres, voire plus. Donc, vous pouvez en voir ici une concentration sur des fonds océaniques. Sur des fonds. Je ne sais pas comment on écrit ça. Ça doit être sur les cannes abyssales, Clarion, Clipper Zone, je ne sais pas c'est où exactement. C'est dans le Pacifique. Vous pouvez voir le plancher océanique ici qui est tapissé de nodules de manganèse. C'est des endroits aussi où il n'y a pas énormément de vie. Il y a essentiellement de l'argile qui s'accumule avec des métaux qui s'accumulent sous forme de nodules. Vous pouvez voir ici une coupe dans un nodule qui va absolument avoir un petit nucléus. C'est des sources importantes de manganèse, mais qui contiennent aussi d'autres métaux, fer, nickel, cobalt et d'autres métaux. Ici, on peut retrouver du platine, platine palladium, EGP dans ces modules-là. Mais c'est essentiellement une source de manganèse et de fer. Il va probablement avoir une exploitation qui va entrer en opération l'année prochaine ou l'année suivante dans le Pacifique pour aller chercher les nodules de manganèse. Comment ça se forme, les nodules de manganèse? Ça se forme sur les fonds océaniques, puis c'est essentiellement une concrétion. Donc, les oxydes de manganèse vont s'accumuler absolument sur un nucléus, puis ils peuvent se former à la fois dans l'eau, sur le fond océanique, mais aussi à l'intérieur des sédiments. Donc, ici, c'est un exemple où on a une nodule de manganèse. Ici, on peut imaginer le fond océanique, qui est dessiné ici. Donc, la partie inférieure de la nodule se trouve dans le sédiment MEB. Puis, on peut avoir une concentration hydrogénique, donc le manganèse qui va s'accumuler sur un nucléus. Puis, il peut également avoir une croissance diagénétique de la nodule sous le fond océanique. Donc, ça va former là, des espèces de boules là, un peu disparates. On en trouve aussi dans les sédiments plus anciens. Ici, c'est juste une photo qui vient de Memphremagog, tout près du lac Memphremagog. Il y a un gisement de plomb-zinc qui est associé à un niveau de cherte à manganèse, avec des tout petits nodules. Il me reste, je pense, 2 slides. Donc, c'était l'introduction que je vais faire sur les formations de fer, les formations de manganèse. Je vais juste présenter en fait les phosphorites. En fait, les phosphorites, le phosphore est particulièrement important pour, en fait, tout ce qui concerne la nourriture. Le phosphore est utilisé pour, comme engrais, donc pour produire la plupart des aliments végétaux qu'on mange à tous les jours. On a besoin de phosphore pour les faire pousser. Donc, c'est utilisé largement dans les engrais, c'est utilisé dans les explosifs, c'est utilisé très, très largement. Puis ça se forme essentiellement sur les marges des océans au niveau des upwellings. Les upwellings, c'est des régions, vous avez vraiment fait le tour d'océanographie, où vous allez peut-être le faire. C'est des régions où il y a une productivité biologique très, très, très importante. C'est des régions où on a des courants marins profonds qui sont froids, chargés de nutriments qui arrivent à la surface. Puis les endroits d'upwelling sont très bien connus. Au large de l'Amérique du Sud, au large de l'Afrique, à 2 endroits. C'est des endroits où on va avoir une productivité biologique, donc très très importante, avec beaucoup de poissons, une grande diversité de poissons, de plancton. Donc, une grande activité biologique qui permet d'accumuler beaucoup de matière biologique qui va pouvoir être décomposée puis former des gisements de phosphorite sur les marges continentales. Donc, on trouve les gisements de phosphore, la côte africaine, au Maroc, entre autres, il y a des gisements de phosphore. Afrique du Sud, Namibie, côte ouest
américaine, Amérique du Sud. Donc, simplement, c'est un type de gisement qui est assez particulier, qui est lié à la productivité biogénique, la productivité biologique dans les océans. Donc, c'est assez différent des autres gisements sédimentaires qu'on a vus dans le monde. Il y a un type de dépôt phosphaté qui est assez particulier, qui est encore lié à l'activité biologique. C'est ce qu'on appelle les gisements de guano. C'est des dépôts phosphatés qui sont essentiellement des déjections d'oiseaux. Donc, encore une fois, dans les zones de poiling où il y a énormément de productivité biologique, il y a des oiseaux qui vont manger des poissons, manger des planctons, ils s'installent sur des pics rocheux qui vont former des gisements de guano, qui est essentiellement du caca d'oiseaux. Donc, c'est juste de même en cours avec du caca d'oiseaux. Donc, c'est les gisements de phosphorite un peu particuliers. Ils sont exploités, je pense, par les gens locaux. Il me semble que c'est à l'île de la Réunion. C'est pas identifié. Christmas Island. Puis dans le Pacifique. Donc, c'est ça pour le cours d'aujourd'hui. Vous allez avoir un TP cet après-midi sur les gestes sédimentaires des critiques chimiques, évidemment, qui va être à remettre la semaine suivante. La semaine prochaine, le 3 avril, Suzanne Leclerc, qui est géologue je ne sais pas c'est quoi son poste. Elle travaille à l'Ordre des géologues du Québec. C'est elle qui est responsable, entre autres, pour faire le suivi des inscriptions, des adhésions à l'ordre. Je suggère fortement d'y aller. Elle vient pour rencontrer les étudiants qui vont s'inscrire à l'ordre éventuellement. Il y a quand même des démarches. Il faut être conscient aussi que le métier de géologue va avec un certain encadrement, certaines responsabilités. Puis, est là pour vous rencontrer à 13h. Donc, c'est le midi à 13h, mercredi prochain. Je vous encourage fortement à y aller. Si vous avez des questions, vous pouvez parler. Comment? Ou c'est. Si vous avez pas reçu un courriel. C'est 6200. Ouais, mais c'est. Je pense que c'est en 2,05. Local, juste à côté. Quel exemple? C'est le. C'est quoi la date? Le 12, hein? Le 12 avril. Ah oui, il est foutu. Merci. Tu as manqué le début du cours, hein? Actuellement, je donne 2 semaines pour le faire. Il n'est pas très long, là, mais